Bonjour Twitch, bonjour YouTube, nous sommes de retour sur donc la présentation de la Corse au XIVe siècle en Méditerranée, ou inversement, la Corse en Méditerranée au XIVe siècle, toujours menée par Monsieur Iriki, qu'on remercie très très fort, et je me suis mis sur donc XIVe début de siècle, l'instabilité politique dans l'île. C'est parti. Alors donc en fait, on avait vu ensemble, dans les précédentes vidéos que donc, Giudice Chinarque en fait au début du siècle donc a été capturé et est mort en prison à Gênes. Donc ce qui fait qu'en fait tous les petits seigneurs qu'il avait soumis au cours de son règne en fait sont redevenus indépendants. Et il y a plusieurs seigneurs qui vont tenter en fait de reconstituer sa seigneurie, mais ils vont tous finir par échouer, ce qui va rendre encore plus instable la situation, en ce début de XIVe siècle en Corse. En fait, bon, les seigneurs insulaires, ils sont aussi au courant, des évolutions de leur époque, dont, ce qu'on a parlé précédemment, l'évolution et la création de ce royaume de Corse et de Sardaigne. Donc il y en a certains qui vont très vite, pour asseoir leur légitimité locale et aussi pour chercher toujours un appui extérieur, se déclarer vassal de la couronne d'Aragon. Donc à droite, vous voyez je vous ai remis une carte de la Corse avec certaines des seigneuries avec quelques familles, heu, par exemple, Manuel Avogari au nord du Cap Corse. Donc pour rappel, la zone bleue tout au nord du Cap Corse, c'est les Damari. Les Avogari, c'est la seigneurie qui est juste au sud. Il y en a d'autres, on va dire, comme, Arrigouc ou Strombo di Lidal, qui est tout au sud. En fait, c'est la petite enclave, jaune que vous voyez et qui, par exemple, lui aussi se déclare vassal du roi d'Aragon. Et lui, il aura une petite importance que j'expliquerai après. Alors, par contre, faut pas imaginer que la lutte entre Gênes, et les seigneurs insulaires est totale. Les liens sont rarement rompus, même quand ils sont en conflit les uns avec les autres, en fait. Ainsi, certains soutiens de Giudice, ils vont prendre le parti de Gênes et inversement, d'autres qui n'étaient pas, des soutiens francs de Giudice vont se détourner, soit de Gênes, soit vont rentrer en opposition avec elle. Donc là, tu peux avancer dans la diapositive. Normalement, va apparaître justement, Nos une deux amis. date et 2 enluminures, enfin 2 portraits. Mais qui sont-ils? Alors le personnage à gauche que vous voyez en fait, donc c'est un condottiere et qui est plutôt assez célèbre qui s'appelle pardon, Castruccio Castragani. Et en fait alors lui il est duc de Lucca, Ok, la région de la ville de Lucques, en fait, et qui est en Toscane, et il est d'accord. du parti pro-gibelin. Ah, donc Et alors il est pour le pape, c'est c'est ça? alors non, Gibelin, enfin Non, Gibelin, pour c'est le contre le parti pape. impérial. C'est pour les C'est impériaux. ça. Alors, il est pro-Gibelin, mais ça l'empêche pas non plus de travailler avec le roi d'Aragon qui, on Ah a dit, oui, qui normalement était passé guelfe. Mais bon, mais bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça s'en va et c'est pas non ça plus un revient, hein. soutien, voilà. Voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est ça. Donc en fait, alors, le Castruccio Castragani, qui est aussi un condottiere très célèbre, donc là, Oui, condottiere, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur la guerre. tout à fait. En fait, il va conseiller, le roi d'Aragon, qui est Jacques II à l'époque. Alors je passe vite sur les rois d'Aragon parce que pendant certaines périodes, ils se succèdent assez rapidement certains. Donc on va pas s'arrêter ce soir sur beaucoup de règnes d'entre eux. De cause Et en fait, naturelle? alors oui, des fois non, mais généralement oui. Mais généralement pour les rois d'Aragon, ça semble être de maladies ou de morts, naturelles. Il y en a très peu de mes lectures, il me semble qu'il y en a pas beaucoup tant que ça quand même qui meurent, d'assassinat ou autre, Hmm. Après, contrairement à certains on va rappeler endroits. un truc sur sur la noblesse de l'époque, c'est qu'elle était déjà très consanguine en Espagne parce que c'était vraiment un peu un délire là-bas. C'est ça. Alors, on n'est pas non plus au stade des, de Des Charles Quint et de Habsbourg? sa dynastie, des Habsbourg. On n'est quand même pas à ce niveau-là parce qu'il faut rappeler qu'aussi il y a beaucoup de petites noblesses, en fait. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des soucis à ce niveau-là. Mais on va dire mais on va dire la noblesse européenne a tendance à des fois se mélanger d'assez beaucoup et de loin, comme on l'a vu par exemple le roi d'Aragon qui s'était marié avec la fille de Manfred et qui a eu ainsi des revendications sur la Sicile. D'accord, donc Mais non, alors je reviens sur ce donc serait plus vraiment des maladies. c'est voilà, c'est ça. Ok. Ou des problèmes, on va dire, de fertilité plus que, on va dire, de consanguinité extrême qu'on aura dans les siècles qui suivront, on va dire. Surtout avec les Habsbourg.
Alors, je reviens sur ce que je disais donc sur Castragagne. En fait, lui, il va fournir beaucoup de conseils sur ce qui se passe en Corse, parce que lui, il est toscan, mais il a quand même des indices des connaissances et des choses de ce qui se passe en Corse. Je rappelle que la Corse, elle n'est pas enclavée dans son coin, et partage, on va dire, des commerces. Et il y a des Corses qui vont sur le continent, et inversement, des Italiens continentaux qui vont en Corse. Et en fait, donc, il fournit des informations sur ce qui se passe dans l'île. Alors, je reviens aussi vite fait sur lui. C'est quand même un personnage, parce qu'au cours de sa vie, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il aurait quand même, par la guerre, réussi jusqu'à rançonner jusqu'à 100 000 livres aux Florentins au cours de sa vie. Donc 100 000 livres, Il a alors pour capturé vous donner qui? un ordre d'idée, tout au long de sa vie, en fait, c'est la somme qu'il aurait accumulée tout au long Ah de sa oui, vie de rançon contre les Florentins. mais Alors, pour vous donner un ordre d'idée, fallait déjà quand même capturer des gens Allez, importants, non? ouais, voilà, oui, il aurait capturé du monde. En fait, là, c'est 100 000, c'est pas au cours d'une fois, c'est au cours de sa carrière. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 20 à 30 livres, c'est la paye annuelle d'un employé communal en terra firma et un employé communal d'un certain rang, en fait. Donc, on est sur une belle somme, en fait. Donc, Oui, c'est elle est quand même coquette, quoi. un grand, qu'on doit dire, un grand seigneur. Donc là, on revient sur ce que j'avais présenté dans les vidéos précédentes sur la guerre, elle est en Corse, mais aussi en terra firme, donc sur le continent. C'est surtout une guerre de cavalcade, donc de chevauchée, qui est présente dans tout l'Occident chrétien et qui a plus pour but de faire du butin, et qui peut être aussi bien des guerres entre privés, entre petits seigneurs, que des guerres d'État, en fait. Je pense par exemple à ce qui se passe durant le XIVe siècle avec les chevauchées du prince noir, en Aquitaine, par exemple. Oui. Qui auront lieu durant la guerre de 100 ans. Alors, à ne pas confondre la cavalcade avec le guazzo. Le guazzo, c'est un terme italien pour en fait correspondre à la tactique de la terre brûlée, qui est vraiment de détruire pour détruire, en fait, qui n'est pas comme pour la cavalcade de faire du pillage et de garder, on va dire, du butin pour soi. Et je rappelle aussi également que même à l'époque et même sur le continent, les batailles rangées avec plusieurs milliers d'hommes sont très rares. Donc là, on en revient sur ce que je disais sur la vidéo. Alors, il faut savoir aussi que Castruccio Castragagne, il est très intéressant parce que on a ces traces épistolaires avec la couronne d'Aragon, et elles sont très informatives sur, par exemple, les quantités et le nombre de soldats. J'en avais parlé justement dans l'épisode où on avait fait sur la guerre en Corse. C'est lui qui nous informe qu'en Corse, il y aurait environ 20 000 pédites. Donc pédites, c'est les piétons, c'est les Oui. soldats, les simples soldats. Et il y aurait entre 700 à 800 milites. Donc milites, c'est les cavaliers. Alors, cavalier plus que chevalier ici. Milites, c'est un statut qui, en Occident médiéval, a tendance à être chevalier. Là, le vrai chevalier en armure. En Corse, là, on pourrait plutôt penser à de la cavalerie légère. Donc, par exemple, il donne des informations, même par seigneurie ou par grande seigneurie. Par exemple, il donne pour les damars et les avogars, et donc là, on revient sur les deux seigneuries en haut, au nord du Cap Corse. Il estime que leur nombre serait à peu près de 3000 pédites et de 40 milites pour les deux seigneuries. Donc sans doute, peut-être, on pourrait, allez, ça c'est mon interprétation, peut-être 2000 pédites pour les damars et 1000 pédites pour les avogats. Ça vous donne un ordre d'idée à peu près des forces en présence. Alors, à savoir qu'aussi que Castruccio Castragagne, il a une importance parce qu'il est aussi une source externe de ce qui se passe dans l'île. Donc, je vous avais parlé de la trahison des fils de Giudice et di Cinarca, qui s'étaient fait donc capturer ensuite par Gênes. Et en fait, Castragagne, dans ses lettres avec l'Aragon, il le confirme, il le mentionne, cet épisode de trahison qu'il fait. Donc voilà, on rentre vraiment dans la période où on a vraiment des sources tant internes que externes qui confirment ce qui va se passer, ce qui se passe souvent dans l'île. Donc pour le travail des historiens, c'est déjà une grande avancée. D'accord. Et alors aussi, il faut savoir que donc il donne aussi des informations qui viennent d'un informateur local, qui serait donc le seigneur du sud que j'ai évoqué tout à l'heure, qui serait Arriguccio Strombo di Lidala, donc la petite seigneurie qui serait enclavée dans le sud, qui aurait théoriquement une emprise dans la mer. Donc c'est pour ça que ma carte elle est à prendre avec des pincettes. Car en fait, il informe même ce seigneur du sud de la Corse, il informe à Castruccio Castragagne comment le roi d'Aragon pourrait venir en Corse et où est-ce qu'il faudrait aller, où est-ce qu'il faudrait mettre sa flotte en sécurité et ainsi de suite en fait. D'accord, il lui fait un Donc c'est un de ces plan informations. de Voilà, c'est ça. comment C'est un survivre. informateur. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Alors, par contre, il faut toujours relativiser les choses, c'est qu'en fait, toujours, ces seigneurs, ils ont toujours la petite tendance à dire que oui, alors je veux bien, je me soumets au roi, mais je veux bien que vous confirmiez mes pouvoirs locaux. Enfin, toujours Là, le c'est un même échange de bons souci. procédés, quoi.
Voilà, c'est ça, toujours les champs de procédés. Et même des fois, même s'ils ont tendance aussi des fois un peu exagéré. C'est-à-dire souvent ils disent que oui, j'ai tant de soldats, il y aura besoin juste que de un tout petit peu de chevaliers pour tenir le territoire, alors qu'ils ont tendance à un peu trop enjoliver les choses. Ce qui des fois, bon, aura des petits soucis, aura des petites conséquences. D'accord. Alors, pourquoi Castruccio Casragagne, en cette année 1324, il informe le roi? C'est qu'en fait, les choses ont un peu évolué en Méditerranée, donc on l'a dit, ça s'est stabilisé au niveau de la Sicile, mais il faut savoir qu'en fait, il va se passer quelque chose. Donc là, tu peux passer à la Diapo diapositive suivante. suivante. Donc ça, c'est la diapositive 6. J'y Alors, suis. en fait, ici, donc on arrive à l'intérêt principal qu'aura l'Aragon en Méditerranée occidentale, c'est la Sardaigne. Alors, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, comme Oui. je l'ai dit dans d'autres vidéos, la Sardaigne est divisée en 4 judicati, donc judicats, qui sont à l'origine des titres d'aristocratie ou d'administration de l'Empire romain d'Orient, qui ensuite sont devenus l'équivalent de rois. Donc, vous avez les 4 judicats. Alors, vous avez celui de Torres, donc la tour, que vous voyez au nord-ouest. Ok. Vous avez celui de Galour, qui est en noir avec le poulet, que vous voyez à l'est, au nord-est. Vous avez celui qui est plutôt vers l'ouest, qui est celui d'Arboréa. Et Donc vous ils ont un avez arbre. celui de Cagliari. Voilà, c'est ça. Et vous avez celui de Cagliari avec le blason, avec le cheval. Donc alors, tous ces giudicati, donc ça c'est à peu près à la période du XIe siècle, XIIe siècle, à peu près leur territoire. Là, c'est pour donner un ordre d'idée à peu près de leur aire d'influence de l'un ou de l'autre, même si bien sûr c'est très mouvant. Moi Mais il j'aime faut beaucoup le savoir coq. que, en Je fait, tiens pour le coq. Il est stylé. oui, c'est très rare en fait. Moi aussi, j'aime beaucoup ce blason de la galoure parce que c'est un animal qui est peu commun dans les héraldiques médiévaux. Donc alors, pour en revenir à ce que je disais, donc en fait, il faut savoir que du XIe siècle au XIVe siècle, les républiques de Pise et de Gênes, par l'intermédiaire de leurs aristocraties, ont pris le contrôle de quasiment tous les giudici. Il y a celui de Galour, de Torres, de Cagliari, qui en fait sont tombés sous leur contrôle. Il y a juste celui d'Arborea qui a réussi à maintenir son indépendance. Donc ainsi, en Sardaigne, on retrouve la famille des Doria, grande famille aristocratique de Gênes, et on va retrouver pour Pise les familles de Malaspine et les Della Gherardesca. Donc c'est des grandes familles aussi aristocratiques de Pise en fait. Donc là on en revient sur un peu ce qu'on expliquait précédemment sur les républiques marchandes qui ont une aristocratie, qui cherchent à elles-mêmes ces aristocraties à avoir des petites principautés qu'elles peuvent contrôler directement. Elles restent dépendantes de la cité mère, mais comme on l'avait évoqué avec les Grimaldi à Monaco, veulent avoir leur propre petit territoire, leur propre domaine. Et en Corse, ça ne fait pas exception. Il y a des familles, que j'évoquerai tout à l'heure, qui veulent faire la même chose. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir que en 1323, il y a des soucis de succession en Arborea, en fait. Le Ougone d'Arborea, qui est en fait le dirigeant de l'Arborea à ce moment-là, il est contesté dans sa légitimité par Pise. Parce qu'en fait, c'est un fils de concubine. Donc les Pisans profitent un peu de cet état de fait un peu incertain pour dire qu'il n'est pas très légitime. Donc bien sûr, dans l'idée de récupérer ce territoire pour eux. Donc, Ougone, voyant qu'il va avoir du mal à tenir tout seul, il va appeler qui en secours? Il va appeler les Aragonais. Donc il va appeler le roi Jacques II d'Aragon, en échange bien sûr du maintien de ses droits, il va l'appeler au secours. Donc ça tombe bien parce que les Aragonais, eux aussi, préparaient des expéditions, parce que, ayant le droit de conquête et de jure sur la Sardaigne, ils veulent récupérer ce territoire pour sécuriser la route des îles vers l'Orient. Et puis là en plus, Donc là, du coup, ils ont un mec qui va leur permettre de débarquer safe. C'est ça, donc la légitimité, un soutien local, des informations, et même des bandes armées locales. Donc là, tu peux avancer dans la diapositive, et là, vous voyez normalement l'évolution de la prise de contrôle de l'Aragon sur le reste de la Sardaigne. D'accord, oui, ok. Donc l'Aragon a fait le ménage sur depuis le sud jusqu'à sur toute la facette en revenant par le nord. C'est ça. Alors, je saurais pas dire. Alors, en fait, dans les sources, on a très peu d'indications de comment. Dans quel sens c'est allé, mais Voilà, bon.
Alors, plutôt vers le sud. En fait, ça aurait plutôt commencé vers le sud, Ouais, là où justement il y a Cagliari. Mais en fait, après, le déroulé exact, même historiquement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. d'accord. Il n'y a pas trop de sources sur le déroulé exact de la campagne. Alors, juste aussi pour donner un titre d'information, donc Ouais, bien sûr, en rouge, c'est les prises par les Aragonais et les Catalano-Aragonais. Alors, ok. quand je dirais bien sûr catalan-aragonais, on parle bien sûr de la couronne d'Aragon, donc voilà. On va dire, j'échangerai entre les termes à chaque fois. En fait, donc vous voyez qu'il y a une zone qui est jaune. En fait, la zone jaune, ça correspond à la famille des Doria, donc qui a réussi à maintenir on va dire, quelques possessions en ce début de conquête aragonaise. Et alors, en bleu, il y a une autre famille, donc qui est bon, une famille mineure, mais qui elle aussi d'origine des républiques italiennes. Et vous voyez l'Arborea qui, elle aussi, a réussi à sécuriser son emprise habituelle, voire même quelques gains sur, par exemple, la Galour. Donc ça, c'est, on va dire, les prix, la confirmation, on va dire, de l'Arborea sur son territoire, sachant que la plus grosse perdante dans ce conflit, c'est Pise, qui elle-même, déjà depuis à peu près 40 ans, est vraiment en déclin, surtout après la bataille de la Méloria, qu'on avait déjà vu ensemble. Donc en fait, suite à la bataille de Luco Cisterne, en fait, la flotte pisane et la troupe pisane est détruite, on va dire capturée ou tuée. Et donc la Pise va perdre quasiment tous ses pieds à terre en Sardaigne, en fait. Il n'y a que Gênes qui va réussir à maintenir quelques pouvoirs grâce, par exemple, avec les Doria. Donc là, justement, il faut savoir par contre que ça va pas être une partie de plaisir pour les Aragonais. Car en fait, même si la conquête elle est faite, ça va être assez tendu. Je m'explique. En fait, à cause du fort particularisme des Sardes, qui sont souvent aussi des fois soutenus par les Génois, l'île elle sera toujours à feu couvé. Il y aura toujours un état de rébellion potentiel dans l'île, en fait. L'emprise aragonaise sera souvent très tranquille, très fragile. Il y aura même des fois où il ne leur restera que 2 ou 3 villes et qu'ils maintiendront durant les périodes de rébellion, par exemple de l'Arborea. Parce que l'Arborea, en fait, elle se sentira euh, flouée après la conquête, en fait. Elle estimera que elle aurait pu gagner plus de territoire dans cette Ah conquête. bah ça va quand même On en là, revient toujours. c'est Voilà, bon quoi. voilà, mais on en revient toujours au même problème, c'est je suis pas content, donc je me révolte contre celui que j'ai aidé ou pas, ce genre de choses. Parce qu'elle Donc en a, fait, elle il a quand faudra même bien attendre. mangé la Laborea quoi. C'est ça. C'est ça. Et Mais du bon, on coup en va dire jaune que c'est... comme pour les seigneurs corses avec les Génois, Mhm. bah, il y aura un peu le même principe, c'est qu'en fait, ils veulent maintenir une certaine indépendance, et les Aragonais font comme aussi les Génois, ils ont tendance à un peu s'immiscer dans la politique locale de succession et autres dans l'arborée, en fait. Donc ça Et, va faire un peu le pendant inverse de ce qui se passe en Corse. et du coup le jaune c'est... Pardon? J'ai pas... Le jaune, c'est la famille des Doria. Donc, Ok, c'est la grande famille génoise ouais. qui donnera un célèbre amiral, par exemple, durant l'époque de Charles Quint, en fait. Ok, et Et alors, le bleu, pardon, je suis désolé, hein, j'ai un peu le du mal. bleu, c'était le bleu, c'était une autre famille mineure Oui, bah, qui, elle aussi, ça se voit. maintenait, on va dire, sa possession. Ok, Et le rouge, c'était donc c'est les les prises de Aragonais. possession Ouais. aragonaises. C'est ça. Alors, il faut savoir que l'expédition aragonaise de 1423, donc qui a conduit à la conquête définitive en 1324, pardon, j'ai mis 1423, c'est 1323. En fait, c'était pas une petite expédition, on était quand même sur 300 navires, sachant qu'il y avait 50 galères, plusieurs dizaines de cogs, donc on était quand même sur une très très grosse invasion, on va dire. C'était pas une petite Ouais, flotte qui est venue conquérir la Sardaigne, en fait. voilà quoi, c'est... Fédération du commerce, Le blocus roi. Naboo, quoi. Oui, c'est ça, le roi avait mis les moyens pour la conquête de l'île, hein. En Alors, même sachant que temps, par contre, le mec j'imagine trop. Putain, ça fait 15 ans que je prévois cette merde, au bout d'un moment ça... oui, c'est ça, mais en fait, c'est ça. C'est exact. En fait, ça tombe à point nommé l'appel de Hougon pour venir l'aider contre les autres, les républiques italiennes, en fait. Euh, et alors, justement, en fait, il faut savoir que donc pendant presque un siècle, la Sardaigne elle va être en état d'instabilité. Le pouvoir de la couronne d'Aragon ne sera pas ancré pendant presque un siècle. Donc, ce sera un feu couvé pendant un siècle. Putain. L'Aragon va devoir batailler pour maintenir son influence et son contrôle sur l'île. Il faudra attendre la bataille de 1409 de Sanlouri, pardon, pour que la Sardaigne et pour que l'Arborea soit complètement vaincue et que justement la Sardaigne soit complètement possession du roi d'Aragon. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que, je l'expliquais dans la vidéo précédente quand on parlait de la couronne d'Aragon, la Sardaigne, c'est la possession exclusive presque du roi d'Aragon.
en fait. Ce n'est pas un royaume autonome avec un représentant et autres, c'est vraiment la possession du roi qui envoie un vice-roi pour contrôler en son nom propre, en fait. Donc ça, c'est la possession du monarque. Donc en fait, là, tu peux passer donc à la diapositive 7, juste. J'y Donc suis. là, la diapositive 7, là, normalement, vous voyez, vous avez une carte de la situation, on va dire, de la couronne d'Aragon dans cette période à peu près de 1325 à peu près. Alors, donc on a à gauche, enfin pardon, vers l'ouest, on a donc le royaume d'Aragon, les comtés catalans, le royaume de Valence, le royaume des Baléares. On a la Sardaigne qui a été plus ou moins conquise. Il y a la Sicile qui est sécurisée. Et alors, tu remarques peut-être une petite partie rouge vers l'est, au niveau d'Athènes et Pardon, de... excuse-moi, j'étais en train de Alors, grignoter un truc, donc oui, je le vois. pas de souci. Mais alors, au niveau d'Athènes, alors, d'où ça vient? Alors, je passe rapidement dessus, mais en fait, il faut savoir que l'Aragon se retrouve euh, désormais, on va dire, sous suzeraineté, pardon, l'Aragon est désormais suzeraine du duché d'Athènes et du duché de Néopatras. Alors, Néopatras, c'est celui qu'on voit à l'ouest, et celui à l'est, c'est le grand-duché d'Athènes. Alors, d'où vient ce duché d'Athènes? Je l'ai parlé dans la vidéo précédente, l'Empire romain d'Orient a été explosé à cause de la 4e croisade, justement un siècle auparavant, et donc il s'est plus ou moins restauré au cours du siècle, mais il a grand besoin de mercenaires pour se battre contre les Ottomans, et les autres tribus turques. Pardon, les Ottomans, je suis peut-être un peu en avance, mais en tout cas les grandes dynasties turques qui ont pris le contrôle de l'Anatolie, et les autres pouvoirs comme les Serbes et les Bulgares. Donc ils font appel à des mercenaires qui ont été présents à une époque en Sicile, qu'on appelle les Almograves, ou Ah, oui, Almogaves. qui sont jouables d'ailleurs dans Voilà, Medieval donc 2. voilà, c'est ça. Donc c'est une unité, on va dire, de troupes légères, plutôt de tirailleurs ou de javeliniers ou de lances courtes, qui se battent un peu de la même manière que durant l'épisode que je vous ai présenté, la guerre en Corse, à la sarde, entre guillemets, c'est-à-dire légèrement, avec des lances qui peuvent aussi servir de javelot. Donc ça, c'est les Amors. Et en fait, eux, ils servent de mercenaires aux Byzantins. Et à un moment donné, bon, les Byzantins veulent, on va dire, leur faire à l'envers. Les Almograves, en plus, qui sont connus pour avoir une réputation atroce, parce qu'ils massacrent la terre brûlée. Tout à l'heure, on parlait de la guerre. C'est La bien, terre ça n'a pas brûlée, changé là, depuis c'est un l'âge de peu- bronze, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est un peu changé. Bah, eux, ils font un peu ça. Donc, les Grecs, alors je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a même une expression en grec qui veut dire de passer de turc en catalan, je crois. Donc c'est pour vous dire Ah qu'ils vont oui, laisser une bonne image là-bas, chez les Grecs. Donc en fait, à un moment donné, ces mercenaires, ils passent donc en Grèce. Et parce qu'à un moment donné, ils étaient en Anatolie, ils repassent en Grèce et ils vont servir les ducs, les ducs francs qui avaient fait leur principauté. On se rappelle de Charles d'Anjou qui avait récupéré l'Achaïe, par exemple, justement grâce à ça. Et en fait, à un moment donné, bah, le duc d'Athènes veut se retourner contre eux et il le tue et il récupère le duché d'Athènes. Et pour se protéger, on va dire, ils se mettent ils se mettent en vassal de la couronne d'Aragon. Donc c'est comme ça qu'on ah, se retrouve avec une couronne d'Aragon qui en même pas 50 ans se retrouve avec l'Ibérie et quasiment aux portes de l'Orient, en fait. Donc il y a nice. tout un axe commercial qui se fait et Bah, qui faut va quand faire la même... fortune des marchands de Valence et de Catalogne. Par Oui, contre, du coup, faut quand même longer la CAI, qui est oui. située en dessous. Alors, à Euh, l'époque, bah, comme on le voit là sur la carte, en fait, ça aurait été de très courte durée, Ah en oui, fait, d'accord. l'héritage d'Akai, en fait. Parce que la carte, elle montre encore la zone d'influence de la dynastie d'Anjou. En Mhm. fait, donc il y a toujours l'Anjou, la Provence, le royaume de Naples, Oui, qui puis deviendra légèrement, royaume de Naples, légèrement le gros même si morceau ça s'appelle hongrois, là. toujours royaume de Sicile. Et voilà, et le morceau hongrois, en fait. Ok. Donc là, on a aussi, donc justement au début du siècle, donc Giudice di Cinarque s'est retourné et est mort depuis quand même quelques années, d'où le fait que la gêne influence la Corse, d'où cette couleur bleue. D'accord? Donc là, c'est justement pour vous montrer un peu l'état des lieux pour la couronne d'Aragon. Car en fait, alors ça, c'est une supposition personnelle, mais je pense que si, et ce que j'ai cru comprendre de mes lectures, si le roi d'Aragon passe par Castruccio Castragani de Lucca, c'est qu'en fait, il ne doit pas avoir non plus, pour le moment, beaucoup de contact avec la noblesse insulaire. Même si les nobles insulaires se déclarent vassaux, ils n'ont pas encore. On est aux prémices de la relation entre la couronne d'Aragon et les nobles locaux, en fait, dans Ouais, le on est... projet catalan.
On est sur les premiers dates, donc, tout le monde se regarde en mangeant c'est des ça. cacahuètes et en se disant Et c'est qui va être et un peu ça. qui est le premier qui a un morceau coincé entre les dents, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il passe, il passe justement par Castruccio Casragagne, et qui est un grand seigneur très célèbre, très connu, et qui sait aussi de quoi il parle. Donc sans doute qu'il avait des contacts en Corse, dont le seigneur d'Elidal, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc là, tu peux passer à la diapositive 8. Oh, il est beau, lui. Ah, je le sens bien. Ah, il a un beau capio, j'aime bien. Oui, alors, beau chapeau. Alors en plus, donc ça en plus, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça vous rappelle peut-être aussi le chapeau qu'a le Doge de Venise. Oui, ça sent encore le Forban, cette histoire. Alors, ça sent encore le gros Forban. Donc ici, alors là, on va quitter un peu le contexte aragonais, on va retourner un peu du côté de Gênes. Alors, il faut savoir que, donc, en 1339, Simone Boccanegra, donc le personnage que vous voyez à droite avec son gisant, j'ai mis son blason. Tu veux dire donc bouche noire, en fait, il devient... Comment Ça veut dire bouche noire. C'est ça. C'est ça. Après l'origine du nom, mais c'est ça. D'accord. On textuellement la traduction. C'est pas lié, c'est pas lié à Non. un truc où le mec, c'est serpent. Non, je pense pas. Bonne question, tiens, Mamba. Non, je pense pas qu'il y ait un lien avec Mamba ou autre chose. Non, c'est une bonne question de l'origine du nom. Mais je ne saurais pas te dire. Alors, Boccanegra, lui, il faut savoir que, donc ça, j'en avais déjà un peu parlé rapidement dans les vidéos précédentes. C'est le premier doge de Gênes, en fait. Le premier, c'est lui qui va instaurer le principe du doja. Donc, le doge, qui est un représentant du peuple. Alors là, je mets des guillemets, j'expliquerai après pourquoi je mets des guillemets dessus. Qui est en fait un titre électif à vie, en fait. Donc c'est lui qui en fait, ce principe de doge, c'est dans la continuité de la seigneurialisation, c'est un peu compliqué le mot, du pouvoir des cités italiennes. En fait, à partir du XIIe siècle jusqu'à peu près le XIVe siècle, les cités vont tendre de plus en plus vers un retour à une certaine aristocratie, pour le contrôle des cités italiennes. Et le paroxysme, ce sera par exemple avec la famille des Medici à Florence, qui vont redevenir des seigneurs de la cité, en fait. D'accord? Donc c'est une évolution tout au long, on va dire, du Moyen-Âge dans les cités-États italiennes. Alors, en fait, lui, l'avantage du système de Doja, c'est, du moins la tentative, c'est d'essayer de stabiliser le contrôle de la ville, en fait. Ok, parce qu'avant ça, elle Donc, est ça pas... lui Oui, alors, elle était elle est répartie instable entre tous les petits seigneurs. C'est ça. En fait, le Doge, c'est d'essayer de canaliser toute cette aristocratie qui, au début, fonctionnait bien, on va dire, fonctionnait de concert, mais comme on l'a vu, comme j'en ai parlé précédemment, chaque famille aristocratique, on parle d'aristocratie, elles sont pas forcément d'origine nobiliaire, mais elles sont devenues aristocratiques, on va dire, cherche ses intérêts pour elles-mêmes, et plus forcément au début pour la cité, en fait. D'où ces tentatives qu'il avait, on va dire, de créer cette république populaire. Ok. Alors en fait, le système populaire aussi, il est un peu particulier, ouais, mais je l'expliquerai après. Par contre, il a vraiment une tête de salopard fini. Hein. C'est terrible. Ils lui ont fait ressortir les pommettes. Ils lui ont fait ressortir les pommettes, ils lui ont fait ressortir le menton. Le mec, c'est Skeletor, quoi. C'est ça. Moi, je sais pas. J'espère. Bon. Il a les yeux mi-clos, genre. C'est ça. Il devait pas être très bien quand le sculpteur a commencé à faire sa statue, je pense. Je pense qu'il était plus très bien, ou alors vraiment, par contre, ils ont dit. Lui, c'était un gros fourbe doublé d'un sacré. C'est ça. Enfin. Alors, la mise en place de cette République populaire à Gênes, ça lui permet aussi de pousser en dehors de la cité cette politique. Par exemple, il s'ensuit directement après quasiment sa prise de pouvoir l'envoi en Corse d'un vicaire. Donc le vicaire, je rappelle, c'est le représentant d'un pouvoir qui a le pouvoir judiciaire et militaire. Et donc ce vicaire, c'est Gotifredo di Zoagli. Donc c'est pas très particulier, mais on passe rapidement dessus. Donc lui, il est envoyé en Corse en 1340, donc l'année suivante. Alors, on rappelle une chose aussi, hormis l'archevêque de Gênes, la cité ligure n'a techniquement, on va dire dans le droit féodal de l'époque, aucun véritable droit sur l'île, en fait. Surtout après le traité d'Anagni. On rappelle, le traité d'Anagni fait par le pape dit que c'est
la couronne de Corse et de Sardaigne appartient au roi d'Aragon. Donc la Corse et la Sardaigne appartiennent au roi d'Aragon. Donc techniquement, toutes les autres puissances étrangères n'ont techniquement aucune revendication et aucun droit de jure sur la Corse. Donc en fait, d'une certaine manière, Gênes ferait de l'ingérence sur un territoire qui ne lui devrait pas lui revenir en fait. Mais non, c'est du commerce, tu comprends pas. Alors aussi pour en revenir donc à ce Godefrid, alors Godefrid, donc on pourrait traduire par Godefroy. Alors Godefrid, ça semble quand même, il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui, mais ça semble quand même être un certain personnage parce qu'en fait quand il débarque en Corse, donc on rappelle il y a plein de petits seigneurs qui se sont libérés depuis la mort de Arrigo, Giudice Cinarque, pardon. Arrigo arrivera plus tard. En fait, il massacre et il emprisonne quelques seigneurs insulaires durant son passage, ce Godefrid. Par exemple, il y a une mention comme quoi il y a un seigneur de Corting, qui donc c'est la seigneurie qui est plutôt au centre de l'île, qui serait pendu à son château. Bon, bah, voilà, ça donne un ordre d'idée, c'est sympa. Ça devait être une vue assez marrante, assez bizarre pour les paysans qui vivaient toujours autour du château de voir le seigneur. Mais c'est le seigneur là qui pendouille là-bas. Oui. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais il s'est passé quoi? C'est qui le mec là? Bah c'est un Génois, mais ils ont pas de pouvoir ici. Oui. Apparemment de la garnison qui l'amène. Apparemment si. Écoute, à partir du moment où l'autre c'est une saucisse attachée à mon château, bon. Et donc en fait, donc Godefrid, à un moment donné, il va se prendre, on va dire, il va avoir un soutien local de plein de... Donc bien sûr, à chaque fois, il y a des petits... Une fois qu'on commence à faire montrer qui on est le chef, les autres commencent à écouter, même parmi la petite noblesse. Et donc il y a un certain Guglielmo della Rocca. Donc la seigneurie de la Rocca, c'est une seigneurie qui est dans le sud, à la frontière du territoire de Bonifacio, qui est la cité génoise qui est tout au sud de la Corse. Donc il va avoir ce Guglielmo della Rocca qui va prendre un certain pouvoir. Et alors, ce Guglielmo della Rocca, il sort pas non plus de nulle part. C'est un petit-fils de Giudice di Cinarque, et il est fait en l'année 1341, donc un an au cours de l'année à peu près où arrive Godefrid. Il est fait vicaire. Non, pardon, il est fait lieutenant du vicaire dans le sud. Donc toute la seigneurie, tout le territoire du Poumonte, et donc je rappelle, c'est la partie qui est au-delà des montagnes par rapport à Gênes. En fait, donc lui, il est le représentant de ce vicaire pour toute cette partie sud de l'île, en fait. Donc c'est un certain pouvoir. Donc il prend en importance, ce seigneur Guglielmo della Rocca. Donc, et alors, bon, par contre, il le fait pas. Il y a un moyen pour le maintenir en pression, qui est encore présent, qui était beaucoup utilisé à l'époque romaine, qu'on a beaucoup dans les sources romaines, mais qui est aussi utilisé à l'époque médiévale, c'est les otages. Et donc, ce Guglielmo, pour que il reste bien fidèle à la République de Gênes et au vicaire, en fait, il va devoir donner son fils comme otage à la République de Gênes. Donc, il est envoyé à Gênes avec Godefrid. Et il y restera en tant qu'otage tant que papa va bien écouter, on va dire, la République. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer, hein. Bon. Oui, c'est ça va bien se passer, alors. Bon, il me reste combien des enfants, là? Ouais, 10, ça va. Mais c'est un peu ça, hein. C'est ça, hein, c'est exactement ça. J'imagine vraiment l'entretien, tu sais. Bon, c'est quoi vos dispositions pour ce poste? Bah écoutez, mon papy, il a failli unifier l'île. Ok. Bah, engagé, hein. C'est ça. Sachant qu'en plus, lui, Guglielmo, il n'est pas non plus trop perdant parce qu'il va quand même profiter de l'appui génois pour soumettre le sud. Et même à un moment donné, pour tout te dire, il va même tenter vers le nord. Donc c'est pour te dire, même le nord. Alors le nord, c'est la chasse gardée normalement du vicaire qui est dans une cité que je présenterai plus tard, qui est Bigouille. Donc il est quand même renvoyé dans le sud, mais bon, il se sent pousser des ailes, on va dire. Donc là, tu peux avancer un peu dans la diapositive. J'y suis. Alors là, donc normalement, le souci, c'est qu'en 1353, il se passe un petit événement. Donc il y a un petit renversement d'alliance. Alors déjà, si tu regardes bien dans le sud, il y a un certain seigneur qui est pas loin de là où se trouvait justement la seigneurie de Lidal. Donc tu te rappelles la petite seigneurie enclavée. Celle qui est enclavée, effectivement. Voilà, tu vois la seigneurie de la Rocca qui est juste à côté. Oui. Tu arrives à lire le nom du monsieur? Il y a Guglielmo della Rocca. Ensuite, on a le fils d'Arrigo de l'Itala. Tu y étais. C'est ça, Guglielmo della Rocca. Comme c'est la Rocca, c'est... Oui, effectivement, c'est c'est lui. En fait, c'est ça. C'est Guglielmo della Rocca, il va changer de camp. À nous. Ah!
Ah oui, Donc en oui, fait, il oui, était effectivement. Il passe... oui, bah oui. Là, il y a un petit drapeau, il y a le petit drapeau aragonais à côté, mais tu vas comprendre pourquoi. Les Génois. Bah c'est pas à nous Alors, ce drapeau, c'est qu'est-ce qu'il fait quoi? ouais, c'est ça. Alors, c'est qu'en fait, alors, donc pour changer, donc là, Pour on pourrait changer. même faire limite un nouveau truc, c'est au lieu du cependant, là, on va faire pour changer. En fait, Guillaume, il semble être devenu insatisfait de son alliance avec Gênes. Donc, Ouais. en fait, il va profiter d'un petit événement qui va se passer pas loin de chez lui. Alors, il faut savoir que depuis le début du siècle, et avec justement l'avancée catalane en Méditerranée, il commence à y avoir des tensions entre la République de Gênes et la couronne d'Aragon. Donc en Oh. 1351, il y a la guerre larvée va devenir une vraie guerre, un conflit ouvert entre la République et la couronne en fait. Et en 1353, il y a une flotte génoise qui se prend une rouste devant la cité d'Alghero. Alors la cité d'Alghero, elle est au nord, elle est plutôt au Oh. nord-ouest de l'île. Attends. Ce serait pas les Délama. Non, 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 ils y sont Non, pas. Non, c'est pas les... les C'est Délamar, bon, c'est pas eux. les Délamar, alors, les Délamar, je les ai plus trop trouvés dans la flotte génoise. Alors, tu les retrouves beaucoup en Corse, mais ils semblent s'être plutôt désormais focalisés sur leur seigneurie dans l'île, en D'accord. fait. Non, parce que quand Mais il non, fallait c'est vrai mettre des que- branlées c'est vrai sur que- la mer, en général, il y avait toujours un Délamaré qui était là, péter la gueule aux gens. C'est ça. Ouais, sauf que là, cette fois, c'est les Génois qui se font péter la gueule par les Ah bah Catalans, en fait. il aurait pu changer. l'âge d'Alghero. C'est ça. Il a pas toujours œuvré pour les Génois quand même, Délamaré. Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai, les Délamar, la famille, c'est vrai que la famille. Eux t'avais plus l'impression que c'était à partir du moment où on peut péter le cul de quelqu'un sur la mer, on le fait. C'est ça. C'est ça. Pardonnez-moi pour Et donc, en l'expression fait, triviale. mais c'est tout à fait ça, hein. En plus, justement, donc je vous invite à aller voir si vous voyez pas de quoi on parle, je vous invite à voir les épisodes précédents. Donc en fait, Gaulier, il va se profiter de cette défaite de 1353, il va se déclarer, bon bah finalement, vu que le roi, vu que les Génois se sont pris une belle rouste, quitte à faire, je vais me déclarer vassal du roi d'Aragon. En plus, il avait soumis une partie du sud, donc il se dit qu'il a une certaine importance. Alors, le problème, c'est que ça va très mal se passer pour lui. Pourquoi? Oh. Parce qu'en fait, tous les seigneurs... Oui, voilà, comme c'est étonnant. C'était Parce que, en fait, tous les seigneurs qu'il avait soumis, en fait, ils se révoltent. Ils en Ah oui. profitent, ils se révoltent contre lui. Et Gênes, en fait, elle le considère comme parjure. Alors déjà, parjure, je rappelle qu'en droit médiéval, quand vous êtes parjure, c'est pas très... si on vous attrape, vous allez passer un mauvais moment, hein. On va vous découper en morceaux, on va vous mettre un morceau dans chaque château, hein, affiché. Donc là, le type qui était pendu à son château, là encore, il y avait pire, hein. Ça va, la saucisse était Donc, intégrale. Là, les knackis, Ouais, elles c'est vont ça. être coupées par contre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc alors, et en fait, alors le souci pour lui, c'est que Julien Muglialarocca, il va pas faire long feu parce qu'en fait, dès 1354, il va se faire tuer durant le fait qu'il va assiéger un château, donc le château d'Istria. Donc Istria, c'est la petite seigneurie Ouais, qui est à juste côté. à gauche de là où il est en fait. Voilà, le Voilà, mec c'est s'est ça. dit, je vais commencer par un truc petit, même pas ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, il se fait tuer. Alors, on a même la précision dans la chronique de comment il se fait tuer. En fait, il se serait fait tuer par un carreau d'arbalète Ah. dans une de ses faiblesses d'armure. Donc Ah, voilà, c'est dommage pour lui. Oui, dommage pour Et lui, donc, c'est bien pas de sûr, chance. Après ouais, tout, ça arrive ouais, même au ouais, meilleur, pas de chance. hein. Richard, C'est ça. si tu Et nous donc- vois. Ouais, Richard Cœur-Nélan, voilà, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que bien sûr, c'est reparti pour l'instabilité dans l'île, parce que bien sûr, à nouveau, ça c'est reparti. Par contre, on a peut-être oublié quelqu'un au passage. Oh, bah, attendez. Le fils. Oui, bah, le fils Ah oui. de la Roca. Eh oui, parce que lui, il est toujours otage à Neige, pardon, à Gênes. Oh, bah, Donc lui, malheureusement- je dirais qu'il en reste Ah. pas grand chose non plus. Finalement, non. Bon, heureusement pour lui, il passe du statut d'otage au statut de prisonnier. Donc bon, c'est déjà bon, j'imagine que ça change un peu, surtout pour un adolescent ou un jeune homme. Donc, Alors, tu voilà. vois ta chambre là Mais bon, Eh ben, c'est voilà, plus ta chambre. il va regretter un peu que papa ait mal joué quand même son coup. Donc voilà, pendant quelques années, il va être en prison. Donc là, pour te dire, ça va, il va regretter, je pense qu'il aura une petite dent contre son paternel, même après sa mort. Oupsie. Donc là, quoi. tu peux passer à la dernière diapositive avant qu'on fasse la fin de vidéo. Ah, bah c'est beau donc là, ça, non, tiens. Alors oui, donc alors là on Je est suis- sur une petite. Alors pour vous expliquer l'image qui est à droite, donc c'est une petite église avec son campanile. Alors je rappelle en Corse et en italien campana, ça veut dire église, donc campanile, pardon église, cloche.
Donc campanile, c'est le clocher. Et encore, et dans certaines cités italiennes, on l'avait vu par exemple avec la cathédrale de Pise, que des fois les campaniles et les clochers sont détachés de l'église. Alors ici, c'est une église qui se trouve dans la piève de Carbigne. Il y a une carte qui apparaîtra juste après, je vous montre, vous verrez où c'est. Alors, les bâtiments que vous voyez sont postérieurs à notre époque, sont plutôt de l'époque moderne. Donc je rappelle, l'époque moderne, c'est à peu près soit 1453, soit 1492, suivant là où on se met dans l'historiographie. Et donc les ruines que vous voyez qui sont juste entre les deux, en fait, c'est là où c'est les vestiges de l'ancienne église, de l'époque. Donc de l'époque que je vais vous parler. Alors, je rappelle donc qu'on est au XIVe siècle. Au XIVe siècle, il va y avoir quelques petits soucis, on en parlera après. Mais il y a aussi tout un souci d'un point de vue religieux. Il y a par exemple, on va dire, quelques soucis au niveau de la papauté, avec différents papes, des antipapes, de ci, de là. Et en fait, durant cette époque d'instabilité, de calamité, il y a des mouvements religieux qui vont apparaître partout en Occident et qui ont tendance à être assez extrêmes. Et il y en aura un qui va par exemple apparaître en Corse, qui s'appelle donc les Giovanali. Les Giovanali, ou Giovanali, suivant la prononciation et souvent comment on l'écrit, qui sont un mouvement religieux qui est propre à la Corse, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, les Giovanali, c'est une interprétation insulaire à tendance extrême du franciscanisme. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc de Saint François d'Assise. Oui, voilà, ouais, justement. Alors, en fait, eux, ils vont suivre plusieurs préceptes, qui vont aussi, vous allez voir qu'il y a quelques soucis dans les préceptes, on va dire. Alors déjà, même si vous êtes des laïcs, pour eux, ils s'appellent tous entre eux frères et sœurs. Je rappelle qu'on est à l'époque médiévale. À l'époque médiévale, l'expression l'habit ne fait pas le moine n'existe pas. Au contraire, l'habit fait le moine. Donc on reste bien dans son statut, on reste bien dans sa classe, d'où après aussi le lien avec le mouvement populaire que je parlerai plus tard. Donc justement, ce mélange entre le laïque et le religieux, l'Église, elle n'est pas non plus très fan de ça. Voilà, premier point. Ensuite, il faut savoir que ce mouvement, comme le franciscanisme aussi, il a tendance à être défiant envers le clergé. Comme certains grands mouvements religieux qu'on définira d'hérétiques, comme au hasard les Hussites, les Cathares, les Fraticelli et autres protestants. Donc tout ça, c'est la même base. Alors aussi, ils ont d'autres choses. Le franciscanisme extrême, il a tendance aussi au collectivisme, donc la mise en commun de tous les biens. Et voir, alors ça, c'est les dires contre eux, mais même aussi de toutes les choses et de toutes les personnes. Voilà. À savoir qu'ils renoncent aussi au sacrement du mariage. Voilà. Ah mais attendez, oui. Comment ça ils renoncent au sacrement? Ah oui, non, d'accord. Eux, ils renoncent à se marier. Oui. Donc après, j'ai parlé aussi de collectivisme extrême. Donc, attends. je te laisse faire le lien. Oui, je te laisse faire le lien, voilà. Ouais, attends, donc ils forcent tout le monde à arrêter. Attends, ils forcent tout le monde à arrêter de se marier. Par contre, ça dit que ça va. Peut-être. Très oui, fort, alors quoi. après ça c'est les dires qu'on a qui les décrivent, donc autant qu'ils sont partiaux. Oui, donc ça va être très partial. Exagéré. Quand des mecs se font. En général, quand des mecs se font. Oh, je dirais que en général, quand des mecs se font éliminer et qu'en plus c'était lié à une certaine. Enfin, que c'était lié à un grand monothéisme. Oui, en général, ce qui reste d'eux, c'était des timbrés, ils faisaient des trucs de fous furieux, etc. Après, le truc, c'est que c'est des préceptes qui sont quand même assez récurrents dans l'Occident médiéval, dans certaines branches extrêmes qu'on définira d'hérétiques du christianisme, pardon, et surtout du catholicisme. Donc mais ça, justement, je reviens après parce qu'il y a un petit souci historiographique avec eux, en fait, que j'évoquerai après. Aussi, alors, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, eux, ils prônent la pauvreté et la pénitence extrême. Donc bon, ça rejoint Saint François d'Assise avec les ordres mendiants. Il faut savoir qu'en Corse, les ordres mendiants sont très, surtout les franciscains, au cours du XIIIe et du XIVe siècle, vont bien s'implanter dans l'île. Alors ils vont perdre un peu en vitalité au cours du XVe siècle, et il y a d'autres ordres qui vont arriver, mais les franciscains sont très présents dans l'île en fait. Et on va dire c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets, parce qu'il est dit dans la chronique de Giovanni della Grosse que le clergé insulaire est très mal vu. Il est vu comme décadent, pas très connaisseur des textes, enfin bon, ouais, ils sont arrivés à remettre un petit peu d'ordre là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Et même potentiellement qu'aussi le fait qu'eux arrivent avec cette puissance, on va
dire, de conversion, parce que les ordres mendiants sont aussi des ordres de conversion, Ouais. ça a amplifié, a lancé, on va dire, une certaine, on va dire, extrémisme, dans la foi chrétienne, on va dire. Alors donc il y a ça, pauvreté extrême et pénitence, mais il y a aussi refus de l'impôt. Ah oui! Ça, le refus de l'im oui, voilà. Ça, refus de l'impôt, bon, c'est une autre raison, supplémentaire pour dire un peu carton rouge, pour le clergé, et pour les seigneurs locaux, on va dire. Heu, alors il Bah, faut savoir je suis qu'en fait, pauvre, je paye pas d'impôts. Je suis pauvre. oui, bah, c'est un peu ça. On a Donc tout collectivisé, donc mais on est pauvre. C'est ouais, le pire. ouais, c'est ça, ouais, donc les évêques de l'île et les seigneurs, ils ont dû quand même regarder de certains un peu de loin, de mauvais œil cette, communauté, même il y a des sources comme quoi il y a certains seigneurs locaux qui, on va dire, les avaient placés sous leur protection, on va dire. Oh, bah tiens donc, Heu, comme c'est étrange. alors bah, ça rappelle un peu ce qui s'est passé, par exemple, avec la croisade contre les Albigeois, avec certains, seigneurs du sud, Hmm. de la France qui, on va dire, plus ou moins soutenu, on va dire, ce qui sera défini plus tard, comme les Albigeois et les Cathares, on va dire. Hmm. Mais alors, pour revenir dessus, en fait, il faut savoir que cette confrérie, pendant très longtemps, dans l'historiographie, elle fut décrite comme une résurgence du catharisme. Donc là, on en revient à ce que je disais, sur Ah les d'accord. Albigeois et les Cathares. Mais alors, c'est un peu incohérent parce que le catharisme, c'est plutôt, alors je mets entre guillemets sur le terme catharisme parce qu'il est débattu. J'en profite parce qu'en ce moment où je vous parle, il y a même une exposition au musée, Saint-Raymond-Saint-Just de Toulouse. Il y a une très grande exposition sur cette période-là qui est très intéressante, si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin, où il y a même un catalogue d'expositions sur le sujet. Et le catharisme, c'est purement, languedocien, Provence, du sud, en fait. C'est pas présent en Corse. En fait, il faudrait plus le rapprocher d'un autre mouvement hérétique qui lui aussi découle, du franciscanisme et qui a été déclaré hérétique dès quasiment les premières décennies du franciscanisme, c'est les Fraticelli, qui aussi veulent dire Fraticelli, techniquement, ça veut dire les frères, les petits frères, en fait. Ah D'accord? attends, Donc on en ça me dit un revient. truc ça. Alors Fraticelli, c'est aussi devenu un nom de famille, Oui. bizarrement, alors je sais pas comment ça a pu le devenir, mais c'est aussi devenu un nom de famille. Il y a un humoriste de chez nous qui s'appelle justement Fraticelli aussi, mais rien à voir avec, cette communauté. Et alors Oui. en fait, Fraticelli, c'est une branche du franciscanisme qui a été déclarée hérétique par Boniface VIII en 1296. Donc on est à peu près même à la période, de la C'est- Pedaniani, C'était en... Prétedaniani, en fait. Mais ça du coup c'était en Italie du coup je suppose plutôt les Fraticelli. C'est ça, ouais, c'est ça. D'où le lien que, bon là on est en fait d'où le lien que c'est plutôt on devrait plutôt le voir du côté des Fraticelli que du catharisme, ce mouvement des Giovanali, en fait. Alors, là tu peux éventuellement avancer, dans la diapositive et normalement apparaît une petite carte de la Corse. Hop. Alors, donc normalement, les premières mentions qu'on a, même si on pense qu'ils existaient dès le début du XIVe siècle, donc les premières mentions qu'on a des Giovanali, ce serait autour de l'année 1354 dans la piève de Carbigne. Alors Carbigne, c'est la piève qui est tout au sud avec des petits pointillés rouges que j'ai faites. Donc là, on est dans la région de l'Altaro, justement. Donc je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir où elle est. Elle est au-dessus de la région de Filigari. Tu la vois? Euh... Attends, je C'est cherche. au-dessus. Carbigne, c'est au sud, c'est là où il y a des petits points rouges. Ah oui, là. La varicelle. Voilà, c'est ça. Ouais. Pardon. Donc ça, là, c'est une des premières traces qu'on a de leur présence dans l'île, en fait. Ou du moins attestées, même si potentiellement ils existaient ailleurs dans l'île. Et alors, en fait, on a une attestation qui aurait un regroupement d'une centaine de membres. Mais il faut savoir que dès cette année-là, on a un début de conflit avec l'évêque d'Aléria. Que l'évêque d'Aléria, et c'est un des arguments qui fait que potentiellement la piève de Carbigne dépendait du diocèse d'Aléria. En fait, cette communauté est en conflit avec lui, en fait. Donc ils ont un procès et ils envoient même des représentants pour se défendre auprès du clergé, de leurs tendances soi-disant hérétiques et autres. Donc, mais à la fin de ce procès, ils sont tolérés. Sauf que malheureusement pour eux, il semblerait que la communauté, elle semble tendre de plus en plus vers l'extrémisme. Donc là où au Oh, début, ils étaient tolérés, ben, le fait qu'ils deviennent de plus en plus extrêmes, ben, ils le sont de moins en moins, en fait. ça alors. Et alors donc en plus, en raison de la menace qu'ils posaient sur le clergé insulaire par ces prêches militantes, et ce vœu de chasteté, enfin ce vœu de pauvreté, ce genre de choses, ben, ils vont être déclarés hérétiques.
Et alors, ça va très mal se finir pour eux, parce qu'en fait, ils vont se faire... Il y a une chasse à l'homme qui va se faire dans l'île. Ils vont être Oui. chassés par tous les Ah. seigneurs et par des prélats et des envoyés du pape dans l'île. Et alors, la dernière mention qu'on a, c'est alors tout au nord de la carte que je vous ai mis, vous avez une petite région enclavée qui s'appelle l'Alésagne, avec qui elle aussi a des petits points rouges. Donc ça, c'est la dernière mention qu'on a d'eux, c'est en fait de l'année 1363 à 1364, en fait, ils vont être exterminés, tout simplement. Donc tout le monde va y passer, les enfants, les hommes, les vieillards, les femmes, etc. Donc ça va très mal se passer pour eux. Et on n'aura plus après de mention de ce mouvement dans l'île. À savoir que ça aura un fort impact non plus dans l'imaginaire de l'île et dans la mémoire populaire, ça va perdurer pendant des siècles. Pendant des siècles, on va avoir des chants populaires qui vont parler on va dire, de leur histoire et on va dire de ce qui leur est arrivé en fait. Donc d'un point de vue, on est aussi, pour le rappeler, dans un 14e siècle où ça se passe très mal en Occident. Donc ça vient pas, comme j'ai dit, et je l'ai présenté, ça vient pas de n'importe où. Il y a un retour du spiritueux qui revient en force durant le 14e siècle en Occident face à toutes les choses qui arrivent en fait. Ouais. Donc et voilà. Juste pour faire une petite parenthèse, les pro-dominicains là qui sont en train de se foutre de la gueule des franciscains sur cette affaire, on vous rappelle que vous avez Savonarole dans votre team, hein, les gars. Oui, voilà, le siècle suivant aussi, ils ont des... Voilà, ils ont hein, à Florence aussi, ça a fait de la merde, hein. Calmez-vous, on vous voit, hein. C'est ça. Et donc là, on peut passer à une prochaine vidéo. Là, on arrive à un autre mouvement important de l'île, donc là, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête pour cette vidéo-là et qu'on enchaîne tout de suite après. C'est ici donc que nous faisons une petite coupure pour YouTube.